Lorsque, un soir de mars 1998, un chauffeur de bus fait son trajet habituel, il est bien loin d'imaginer qu'il va se retrouver plongé dans une affaire pleine de mystères. En effet, il est la dernière personne à avoir jamais vu Suzy, une étudiante du campus universitaire voisin. Après être descendue de son bus, elle s'est volatilisée. En revanche, le lendemain de sa disparition, quelqu'un a utilisé la carte bancaire de la jeune femme. La police se lance corps et âme à la recherche de cette personne, espérant ainsi découvrir ce qu'il est arrivé à Suzy. Laissez-moi vous raconter au travers de ce nouvel épisode de HVI l'affaire de la disparition de Susan Lyall. Générique. Avant de vous détailler les circonstances de sa disparition et les avancées de l'enquête qui en a découlé, il me semble important que l'on se penche un petit peu sur le background de Susan pour tenter de déterminer qui elle était et connaître un petit peu son entourage. Née le 6 avril 1978 à Saratoga Springs, dans l'État de New York, Susan Lyall grandit avec ses parents, Doug et Mary Lyall, son frère Steven et sa sœur Sandy à Ballston Spa, une petite ville située à 10 km au sud-ouest de son lieu de naissance. Petite dernière, c'est la chouchoute, comme on dit, non seulement de ses parents, mais aussi de son grand frère et de sa grande sœur, qui, de par la différence d'âge importante qu'ils ont avec elle, agissent parfois presque comme des deuxièmes parents pour la petite Suzy. Bref, une famille heureuse qui semble vivre en harmonie. Mais si son environnement familial est excellent, ses relations avec les autres enfants de son âge, en revanche, semblent être un petit peu plus compliquées. En effet, Suzy est une petite fille brillante, qui adore l'école et n'a que des bonnes notes. En revanche, les interactions sociales avec ses camarades sont pour ainsi dire inexistantes. Elle est timide, elle est réservée et semble plutôt être une solitaire. Mais comme je viens de le dire, elle est brillante. Et en particulier avec ce qui devient rapidement une passion, l'informatique et les ordinateurs. Dès son plus jeune âge, Suzy apprend comment assembler son propre ordinateur et dans les années 90, il n'y avait pas de YouTube avec des tutos pour expliquer à peu près tout et n'importe quoi. Et pendant son temps libre, quand elle n'écrit pas de la poésie dans son journal intime, elle aime passer des heures sur des bulletins en ligne, l'équivalent à l'époque de ce qui est aujourd'hui devenu des forums. D'ailleurs, alors qu'elle est âgée de 16 ans, l'un des forums qu'elle fréquente est entre autres visité par des membres d'un club informatique local. Et ils invitent Suzy à se joindre à eux dans leurs réunions IRL, ça veut dire dans la vraie vie, pour les non-geeks. Un peu inquiet et sur la défensive, ses parents acceptent à la condition que son père l'accompagne au moins à la première réunion. Elle accepte et voilà donc Suzy et Doug plongés dans une réunion d'adolescents, eux aussi mordus d'informatique et d'ordinateur. Parmi eux, Richard Condon, dit Rich, âgé d'1 an de plus que Suzanne, qui tombe immédiatement sous son charme. Rich fait la cour à Suzy pendant plusieurs mois et les deux finissent par se mettre en couple et vivent le parfait amour. En façade du moins. Selon certains témoignages, Suzy aurait voulu rompre à plusieurs reprises, mais Richard à chaque fois éclate en sanglots et la supplie de lui donner une seconde chance. Ce qu'elle fait systématiquement. D'après le témoignage de Marie, la mère de Suzanne, Richard est un jeune garçon jaloux, possessif, manipulateur et qui aime avoir le contrôle. D'ailleurs, un jour, alors qu'elle passe à côté de la chambre de sa fille, encore endormie, elle entend un bruit étrange. Elle entrouvre alors la porte et observe bouche bée le lecteur CD-ROM de l'ordinateur de Suzy qui s'ouvre et qui se ferme tout seul. Et je vous raconte pas le flip qu'elle a dû avoir. En fait, lui expliquera Suzy à son réveil, il s'agissait de Richard qui a un accès total à l'ordinateur de sa petite amie, peut voir tout ce qu'elle fait dessus et les sites qu'elle consulte, et il peut même le contrôler à distance. Mais ça va dans les deux sens, elle a elle aussi un accès total à l'ordinateur de Rich. Les années passent, le couple termine le lycée, Suzy obtenant, sans surprise, d'excellentes notes, ils sont tous les deux admis à l'université. Suzy est inscrite à l'université d'État de New York, située à Oneonta, à environ 2 heures de route du foyer familial, ce qui ravit sa mère Marie, persuadée qu'être propulsée dans la vraie vie, et sans plus avoir ses parents ou encore son frère et sa sœur pour la couver, ni même son petit ami omniprésent, qui contrôle ses moindres faits et gestes, elle pourra prendre enfin son envol, se faire des amis, bref, s'épanouir. Sauf que l'épanouissement ne semble pas être de la partie. Après 2 semestres seulement, Suzy téléphone à ses parents pour les informer qu'elle a demandé son transfert. La raison ?
elle s'ennuie. Elle trouve les cours bien trop faciles et n'a pas l'impression d'apprendre quoi que ce soit. Pour reprendre ses mots, elle pourrait presque donner les cours elle-même si elle le voulait, tant le niveau de ses petits camarades est faible. A l'inverse, l'université dans laquelle elle a demandé son transfert semble avoir un niveau bien plus élevé et surtout, il y a un cursus consacré à l'informatique qui l'intéresse au plus haut point. Cerise sur le gâteau, cette nouvelle université est plus proche, à seulement 30 minutes de route de chez ses parents et à 10 minutes de là où Rich poursuit lui ses études. Si vous posez la question à Marie, la maman de Suzy, c'est cette décision de se faire transférer qui a à jamais bouleversé la vie de toute la famille. Suzy rejoint donc l'université SUNY Albany en septembre 1997. C'est un gigantesque complexe sur lequel se trouvent principalement 2 bâtiments pour héberger les étudiants. Suzy, elle, habite dans le bâtiment situé à l'ouest, nommé le Colonial Quad, et partage son studio avec une autre étudiante, du moins dans les premiers temps, parce que cette étudiante va subitement tout plaquer et quitter l'État, mais ça on y reviendra dans un instant. Comme nombre d'étudiants, Suzy, pour financer ses études, fait un petit boulot. Elle en fait même 2 en fait. Elle répare et upgrade des ordinateurs au Black et travaille à temps partiel au Babbage, un magasin de jeux vidéo situé dans le centre commercial voisin, le Crossgates Mall. Ça fait près de 6 mois que Suzy a été transférée. Nous sommes maintenant en mars 1998. Le 3 mars 1998, plus exactement. À Ballston Spa, le téléphone de la famille Lyell sonne et Marie y répond. C'est Richard. Il lui explique qu'il n'a aucune nouvelle de Suzanne depuis la veille au soir et que c'est très inhabituel. En effet, Suzy est très routinière et une de leurs petites routines, c'est que quand elle rentre du travail, elle l'appelle ou au pire, ils chattent ensemble pendant un moment via leur ordinateur. Et la veille au soir, lundi 2 mars 1998, Suzy n'a pas appelé, n'a pas répondu à ses tentatives de coup de fil et ne s'est pas connectée ni n'a pas utilisé son ordinateur non plus. Immédiatement, l'estomac de Marie se noue. Elle a un mauvais pressentiment. Pendant qu'elle reste collée au téléphone, au cas où il sonnerait de nouveau pour lui donner des nouvelles de sa fille, son mari Doug saute dans sa voiture et se rend à l'université, située, comme on l'a vu tout à l'heure, à peine une demi-heure de route maintenant. Une fois arrivé, il va directement voir la police du campus pour leur indiquer que sa fille a potentiellement disparu. Accompagné de Doug, les policiers vont effectuer une vérification à la chambre qu'occupe Suzanne Lyell dans le Colonial Quad, mais elle ne s'y trouve pas. Toutes ses affaires, en revanche, semblent être là. Pour autant, la police du campus explique à Doug que c'est fréquent que des étudiants disparaissent pendant parfois 1 ou 2 jours après avoir trop fait la fête ou avoir rencontré quelqu'un. Pour eux, il n'y a absolument rien d'alarmant pour le moment. Ouais, sauf que Suzanne, c'est une étudiante studieuse qui ne fait pour ainsi dire jamais la fête. D'ailleurs, elle n'a toujours pas vraiment d'amis et se concentre vraiment sur ses études à 100% et sur son travail. Elle ne boit pas d'alcool et elle n'a jamais touché aux drogues non plus. Et puis c'est une jeune fille sérieuse qui a déjà un petit ami depuis maintenant 3 ans, donc l'option de l'escapade amoureuse semble peu plausible. Pour Marie, il y a un problème, elle le sent au plus profond d'elle-même. Et malheureusement, son instinct ne la trompe pas. Après s'être rendu à la chambre universitaire de Suzy, Doug, accompagné par les policiers, se rend au cours que Suzy a ce jour-là. Elle ne s'y présente pas non plus. C'est à ce moment-là que Doug commence lui aussi à craindre le pire. Souvenez-vous, Suzy est une élève studieuse et jamais elle ne raterait un cours. Ni même n'arriverait ne serait-ce que 2 minutes en retard. Ça ne lui ressemble pas du tout. Et quand plus tard dans la journée, elle ne se présente pas non plus à l'un de ses examens de fin de semestre, les craintes font place à la panique. Les policiers commencent donc à interroger les voisins de palier de Suzy et ces derniers révèlent qu'ils sont presque certains qu'elle n'est pas rentrée à sa chambre la veille au soir. En effet, la clé de la chambre de Suzy se trouve sur un gros trousseau avec plein d'autres clés et quand elle rentre, systématiquement, le trousseau fait un boucan pas possible. Or là, tous affirment ne rien avoir entendu pendant la soirée du 2 mars, si ce n'est son téléphone qui sonnait dans le vide lorsque Richard tentait de la joindre. Et c'est confirmé par le système de sécurité qui permet d'accéder au bâtiment. Comme pour l'affaire Joshua Guimond, la porte du bâtiment est verrouillée et il n'est possible d'entrer que grâce à une carte magnétique nominative. Or, dans la soirée du 2 mars 1998, la carte de Suzy n'a jamais été utilisée. La journée passe et Doug, maintenant accompagné de son fils aîné Steven, se rend au magasin de jeux vidéo où travaille Suzanne. Là encore, elle ne s'y trouve pas et les 2 hommes ont une conversation avec son responsable, Garland Nelson. Garland leur apprend que les jours précédents, il avait remarqué que Suzy était un petit peu différente de d'habitude. Elle semblait tracassée par quelque chose, un petit peu stressée,
et lui avait alors demandé ce qui n'allait pas, Suzy lui avait répondu qu'elle avait un gros examen le lundi matin et qu'elle devait absolument avoir une bonne note. Il l'avait alors rassurée, lui disant que stresser ne servait de toute façon à rien et qu'elle avait juste à faire de son mieux. Suzy a donc passé son examen le lundi matin, serait rentrée chez elle vers 14h30 pour déposer son sac à dos et son ordinateur portable avant de se changer et de se préparer à aller travailler. Elle aurait quitté sa chambre vers 16h, pris le bus numéro 12 pour se rendre au centre commercial et est arrivée au Babbage, comme toujours, quelques minutes en avance. Garland lui a alors demandé comment s'était passé son examen ce matin-là et Suzy lui a répondu d'une manière un petit peu évasive que ça s'était a priori bien passé et qu'elle était soulagée, et puis elle s'était mise au travail. Ce soir-là, Garland est parti du magasin aux alentours de 17h, mais un autre collègue est resté avec Suzy jusqu'à la fermeture et les deux ont quitté la boutique ensemble vers 21h20. Ils se sont dirigés vers la sortie réservée aux employés du grand centre commercial, sous le regard des agents de sécurité, qui confirment que les deux se sont ensuite dirigés vers l'arrêt de bus. Là, ils les ont plus ou moins perdus de vue parce que l'endroit est relativement mal éclairé la nuit. Le bus numéro 12 est arrivé vers 21h35, Suzy y est montée, a priori seule, et a acheté son ticket. Le chauffeur confirme se souvenir de l'avoir vue ce soir-là, portant une paire d'écouteurs reliés à son lecteur CD portable, et c'est là où ça devient un petit peu plus incertain. Le chauffeur ne se souvient pas l'avoir vue descendre, en revanche, il est catégorique lorsqu'il est arrivé au terminus. Elle ne se trouvait plus dans le bus. Et une autre étudiante de l'université qui connaît Suzanne de vue témoigne l'avoir vue descendre du bus à l'arrêt Collins Circle, qui est son arrêt habituel, aux alentours de 21h40, 21h45. Elle et Suzy ne se sont pas parlé, elles se sont simplement saluées, et la jeune fille est à peu près certaine, elle aussi, que Suzy était seule. C'est la dernière fois que Suzy a jamais été vue. Conscient du fait que la disparition de la jeune fille est maintenant avérée, plus inquiétante que ce qu'ils avaient initialement pensé, la police du campus alerte la police d'État de New York et leur demande leur aide. L'enquête démarre. Dans un premier temps, de nombreux autres étudiants sont interrogés, mais comme on l'a vu plus tôt, Suzanne était une solitaire, ne sortait pour ainsi dire jamais pour faire la fête, et les enquêteurs n'obtiennent aucun témoignage intéressant. Le seul témoignage qui ne semble pas avoir été traité de façon officielle, c'est le témoignage d'une collègue de Suzy, au Babbage, à qui elle aurait confié qu'elle avait un stalker. Mais selon la collègue en question, la confidence avait été faite d'une voix détachée, comme si Suzy n'était pas vraiment inquiétée ni même effrayée par l'inconnu qui la suivait. Pendant que les policiers font du porte-à-porte, Marie décide d'appeler la banque de sa fille pour savoir si des mouvements d'argent anormaux ont été effectués dernièrement. L'opératrice lui explique qu'elle est dans l'impossibilité de lui donner des informations précises, sur le coup en tout cas, qu'elle doit d'abord faire une demande à sa hiérarchie et lui donnera plus de détails à la première heure le lendemain matin. Mais elle lui apprend que Suzanne a la somme de $120 sur son compte. Et tout d'un coup, elle s'exclame « Non, 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 attendez ! Sa carte bancaire vient tout juste d'être utilisée. » Nous sommes le 3 mars 1998, il est 15h50. Un petit peu abasourdi, Marie demande « Ah bon, et où ça ? Et le code confidentiel était-il le bon ?» Ce à quoi l'opératrice lui répond que oui, le code entrée était le bon, mais que là encore, elle ne peut pas lui en dire plus avant le lendemain matin. Après une soirée interminable et une nuit sans sommeil, alors que le jour se lève sur ce mercredi 4 mars, comme promis, l'opératrice rappelle Marie. Elle lui confirme que la carte de sa fille a bien été utilisée la veille à 15h50 pour un retrait de $20, un distributeur situé dans un Stewart's, une petite supérette située à 4 km environ à l'est du campus. Et comme elle le lui avait dit la veille, le code tapé était le bon du premier coup. Marie est confuse. Sa fille, qui, comme vous le savez, est très routinière, a justement pour habitude de ne retirer que $20 par $20. Et le code est le bon. Alors, se pourrait-il qu'il se soit juste fait du souci pour rien, comme le pensaient initialement les policiers du campus ? Qu'elle ait juste eu besoin de s'éloigner un petit peu, d'évacuer le stress des examens, je sais pas, enfin, en tout cas qu'elle aille bien. Et s'ils avaient alerté tout ce monde pour rien ? D'un autre côté, il n'y a que 2 personnes qui connaissent le code confidentiel de Suzanne. Suzanne elle-même, bien sûr, et Richard. L'opératrice continue de lui donner des détails. Lundi 2 mars, avant d'aller travailler, Suzanne a retiré $20 au distributeur situé face à l'arrêt de bus Collins Circle. Puis de nouveau $20 dans un distributeur du centre commercial Crossgates Mall avant de se rendre au travail. Ça, en revanche, ça ne semble pas normal. Pourquoi Suzy aurait-elle fait 2 retraits d'affilée ? D'autant plus que, peu de temps auparavant, à l'occasion d'un appel téléphonique,
Sa fille lui avait confié être un petit peu à court d'argent. Marie lui avait alors proposé de la dépanner, mais Suzy avait décliné, expliquant qu'elle pouvait facilement tenir quelques jours en attendant de recevoir son salaire le jeudi 5 mars. Marie décide donc de transmettre ces nouvelles informations à la police, qui se rend rapidement à la supérette en question pour interroger les employés et visionner la vidéosurveillance du distributeur pour savoir si, oui ou non, c'est Suzanne Lyall qui a retiré de l'argent sur son compte avec sa carte. Sauf que malheureusement, non seulement le distributeur n'est pas équipé d'une caméra, mais en plus, la caméra de vidéosurveillance du magasin est orientée pour filmer les caisses et le distributeur ne se trouve pas dans le champ. Un prélèvement d'empreintes est effectué sur le distributeur, mais ça ne donnera rien du tout. Avec la totale coopération du gérant de la supérette, ils parviennent néanmoins à retrouver tous les clients qui ont effectué un paiement pendant les 30 minutes précédant le retrait et les 30 minutes suivantes. Tous, sauf un, que la caméra de vidéosurveillance a pu à peine filmer parce qu'il cachait son visage sous une casquette et il n'a pas réglé par carte justement. Grâce au recoupement des témoignages de plusieurs clients, le portrait robot de l'homme est dressé et il est activement recherché. L'homme était vêtu de noir et portait une casquette noire avec un logo Nike, d'où son surnom, le Nike Man. Mais si la police le recherche, ce n'est pas nécessairement en tant que suspect. C'est plutôt pour savoir si l'homme peut leur apporter de nouveaux éléments et savoir s'il se souvient avoir vu Suzanne ce jour-là. Parce qu'un potentiel suspect, désigné par les parents de Suzanne, il y en a un. C'est Richard. Avant qu'on ne parle de Richard et des autres suspects, je me permets de vous inviter, pour ceux qui ne le sont pas encore, à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous plaît. Ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément pour le référencement de la chaîne. En plus, on est dans la dernière ligne droite pour atteindre les 100 000 abonnés, alors je compte sur vous. Retour à l'histoire. Doug et Marie font part de leurs suspicions à propos de Richard aux policiers. Déjà, les parents de Suzanne expliquent la personnalité du jeune homme évoqué au début de la vidéo, jaloux, possessif et qui tentait de contrôler un maximum des aspects de la vie de sa petite amie. D'ailleurs, ils se demandent si le transfert d'université de leur fille n'a pas été en grande partie imposé par Rich. Ensuite, Marie se souvient que vers fin février, alors qu'elle était en voiture avec Suzy, sa fille lui a demandé de faire un crochet par chez Richard pour lui remettre une lettre. Ne voulant pas s'immiscer dans l'intimité de sa fille et qui ne semblait pas avoir envie de lui dévoiler le contenu de cette lettre, elle s'était d'abord dit qu'il s'agissait peut-être d'une lettre de Saint-Valentin un petit peu en retard. Mais ensuite, elle s'est demandé s'il pouvait s'agir d'une lettre de rupture. Définitive cette fois-ci. Et si tel était le cas, Richard aurait-il pu mal réagir ? Le fait est qu'il est le premier à avoir informé de la disparition possible de Suzanne, et de manière presque prématurée. À côté de ça, s'il avait été réellement inquiet le soir de la disparition de Suzy, de n'avoir aucune nouvelle, ni par téléphone, ni par le biais de leur ordinateur, de leur chat en ligne, il aurait pu se rendre sur place pour vérifier, puisqu'il habitait maintenant à seulement 10 minutes du campus de Suzy. Mais il ne semble pas l'avoir fait. La police lui demande s'il a un alibi, et il se trouve que c'est le cas. Il jouait un jeu en ligne avec son ami Justin, et l'alibi est confirmé par le Justin en question. D'ailleurs, au début, Richard a aidé aux recherches, en se rendant sur le campus de Suzanne pour distribuer des flyers, parler aux autres étudiants, mais selon Doug et Marie, il a fait le strict minimum, et surtout, il semble assez peu touché par la disparition de sa petite amie. La police ne le considère pas réellement comme un suspect, néanmoins, quand un peu plus tard ils lui demanderont de venir au poste pour répondre à de nouvelles questions et passer au détecteur de mensonges, Richard se cachera derrière un avocat qui rejettera leur demande. Du coup, il n'a jamais pu être complètement rayé de la liste des suspects potentiels non plus. Mais s'il est un suspect potentiel, il n'est pas le seul. Je vous ai parlé plus tôt de la colocataire de Suzy lorsqu'elle est arrivée. Celle qui a subitement tout plaqué et est retournée chez elle dans un autre état. La police aimerait bien, elle aussi, la retrouver pour lui poser des questions. 3 semaines après la disparition de Suzy, l'enquêteur principal se rend donc en Floride pour aller la rencontrer, mais lorsqu'il arrive chez ses parents, il apprend qu'elle ne vit plus là-bas. Elle est partie dans le Texas pour vivre avec sa grand-mère. Il prend donc un nouvel avion et finit par la retrouver, mais la jeune femme n'a pas grand-chose d'intéressant à lui apprendre. Elle lui communique de nombreuses informations sur la personnalité de Suzy, sur son passé, vu qu'elle était celle qui se rapprochait le plus d'une amie et qu'elle était la seule confidente de Suzanne. Mais aucune des informations qu'elle lui communique
ne permet de faire vraiment avancer l'enquête et elle a elle aussi un alibi vérifié pour le soir de la disparition. L'enquête piétine. Mais un nouvel élément va la relancer 2 mois plus tard, en mai. Le badge d'employé de Suzanne est retrouvé par 2 étudiants, un matin, au niveau du parking visiteur du campus. La police s'interroge. Comment se fait-il qu'il n'ait pas été retrouvé plus tôt alors que le campus a été passé au peigne fin et que l'intégralité des étudiants quasiment est au courant de la disparition inquiétante de leur père? Eh bien, une des raisons possibles, la plus simple, c'est la météo. En effet, en mars, il y avait encore un fin manteau neigeux qui recouvrait le sol, ce qui a pu dissimuler le badge de Suzy. D'ailleurs, il est très abîmé par les intempéries et pour cette raison, les analyses de la police scientifique ne donnent rien du tout. Par contre, ce qui intrigue les enquêteurs, c'est l'endroit où le badge a été retrouvé. Le parking visiteur se trouve à moins de 100 mètres de l'arrêt de bus Collins Circle, ce qui tend donc à prouver que Suzy est bien descendue à son arrêt habituel. En revanche, il se trouve à l'opposé de son bâtiment par rapport à cet arrêt de bus. Alors, pourquoi Suzy s'est-elle dirigée en pleine nuit vers ce parking plutôt que de rentrer chez elle? S'est-elle faite agresser et traîner de force vers le véhicule de son ravisseur? Ou devait-elle y rencontrer quelqu'un? Et si tel est le cas, s'agissait-il de quelqu'un qu'elle connaissait? La police fouille dans les cold cases pour essayer de trouver une affaire similaire, et ils en trouvent une. La disparition d'une jeune fille, 13 ans plus tôt, dans des conditions très similaires. Pendant l'hiver 1985, Karen Wilson, une étudiante de la même université que Suzanne, a mystérieusement disparu et n'a jamais été retrouvée. Elle avait été vue pour la dernière fois marcher sur Fuller Road vers 19h30 et cette route se situe à peine 500 mètres de l'arrêt de bus Collins Circle. Alors, se pourrait-il qu'un prédateur sexuel ou un tueur en série se soit trouvé sur le campus en 1985 et en 1998 ? Si aujourd'hui encore, rien allant dans ce sens n'a pu être découvert, la police n'a pas complètement refermé cette porte. En revanche, il y a un tueur en série notoire qui pourrait tout à fait matcher, et un dont on a déjà très récemment évoqué le nom dans un épisode de HVI. C'est Israel Keyes. Israel Keyes est un tueur en série qui avait la particularité de voyager pour commettre ses meurtres et d'avoir plusieurs caches d'armes réparties un petit peu dans tout le pays. L'une de ces caches d'armes se trouvait dans l'État de New York, potentiellement à Constable, où il possédait un terrain de 4 hectares avec juste une cabane dessus. Constable se trouve au nord d'Albany, où Suzanne a disparu, à environ 250-300 km, mais il est avéré que non seulement Israel Keyes connaissait très bien l'État de New York, mais aussi qu'il s'est trouvé à Albany en 1998. Une femme s'est effectivement rendue au FBI pour témoigner du fait qu'elle avait été approchée par un homme ressemblant très fortement à Israel Keyes en 1998 sur un parking d'Albany entre 21h et 22h. Et il a d'ailleurs lui-même expliqué au cours de ses interrogatoires qu'il aimait beaucoup observer ses victimes depuis un parking avant de passer à l'action. Le badge de Suzy ayant été retrouvé sur le parking visiteur de son campus. Et en plus, Israel Keyes a retiré de l'argent sur le compte en banque d'une de ses victimes. C'est d'ailleurs de cette manière qu'il s'est fait prendre. Donc, là encore, ça pourrait coller. Certaines sources prétendent également qu'il s'est enrôlé dans l'armée américaine au centre de recrutement d'Albany en juillet 1998, mais je n'ai pas pu vérifier cette information à 100%. Et enfin, il a reconnu, là encore pendant ses interrogatoires, avoir tué au moins une personne dans l'État de New York, sans aucune autre précision. Pourrait-il s'agir de Suzy ? Presque un an plus tard, en février 1999, grâce aux nombreux articles, reportages et différents panneaux d'affichage mis en place, le Nike Man a été retrouvé. Vous savez, le mystérieux homme présent au supermarché Stewart's. L'homme reconnaît être effectivement l'individu du portrait robot et confirme qu'il était bien dans le magasin ce jour-là. En revanche, il nie toute implication et n'a malheureusement rien d'intéressant à apprendre aux enquêteurs. Cette piste est, elle, définitivement abandonnée. En octobre 2005, après une longue période de 7 années sans aucun nouvel élément, la police découvre une nouvelle piste. Le jour d'Halloween 2005, une jeune lycéenne de 17 ans qui est inscrite au lycée de Saratoga Springs, à 10 minutes de là où habite la famille Lyall, quitte son entraînement d'athlétisme et se dirige vers sa voiture quand soudain un homme lui saute dessus et tente de la traîner de force dans sa camionnette. Elle se débat, elle hurle de toutes ses forces, alertant ainsi ses entraîneurs qui se précipitent et parviennent à maîtriser l'homme jusqu'à ce que la police arrive pour le prendre en charge. Il s'appelle John Regan et est déjà très défavorablement connu des services de police pour être un prédateur sexuel multirécidiviste. Il a déjà dans le passé agressé 2 autres femmes et la police retrouve dans son véhicule des centaines de photos
prises au téléobjectif de femmes ignorant clairement qu'elles étaient photographiées. Lors de son interrogatoire, le nom de Susan Lyall est mis sur le tapis, mais il refuse de répondre. En l'absence de la moindre preuve, il ne peut pas être inculpé de quoi que ce soit dans l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, mais reste néanmoins un suspect très plausible pour les enquêteurs. Doug et Mary ont par la suite décidé de créer l'association Center for Hope, qui accompagne les familles de personnes disparues à travers tout le pays. En parallèle, ils se sont battus pendant toute leur vie pour faire voter des lois dans l'État de New York qui facilitent les enquêtes de personnes disparues et ont réussi à en faire passer 2. La première, la loi Suzanne, signée par George W. Bush en 2003. C'est une loi qui oblige la police à notifier le Centre national d'information criminelle, National Crime Information Center, chaque fois qu'une personne âgée de 18 à 21 ans disparaît. Et la deuxième, c'est la loi sur la sécurité des campus, Campus Safety Act, adoptée par l'État de New York en 1999. Cette loi exige que toutes les universités de l'État aient des plans formels pour assurer la sécurité des étudiants et faciliter les enquêtes sur les disparitions. Et malgré leur immense chagrin, ils n'ont jamais perdu espoir. Malheureusement, le 26 août 2015, Doug s'est éteint à l'âge de 73 ans, sans jamais avoir la moindre idée de ce qui a bien pu arriver à sa fille Susan Lyall, disparue 17 ans plus tôt, à l'âge de 19 ans. Si cette histoire vous a touché, faites-le moi savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à partager vos théories, toujours dans le respect comme d'habitude. Pensez à liker la vidéo et surtout à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire et d'ici là, n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres et créatures imaginaires. Salut!